Déjà, tu te dis, l'équipe qui a dû concevoir ce plan en 3D, tu saurais combien de temps ça te prendrait pour coder un truc? En fait, faudrait que je revoie le plan. Je suis même pas sûr que c'était en 3D. Est-ce que t'es sûr que c'était pas quelque chose d'organique qu'ils ont fait? Un truc en mode. Je me rappelle, c'est passé tellement vite que du coup Ça t'a j'ai. pas marqué? No comment. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format de Va des Rétro Cinéma. Aujourd'hui, discussion cinéma, philosophie symbolique des films, sujets variés. Je suis aujourd'hui avec un ami et collègue, Sam. Comment est-ce qu'on pourrait t'appeler? Est-ce que tu as un pseudo ou un terme en particulier? Juste ça. Juste Sam. Nous sommes aujourd'hui avec Juste Sam, qui a le plaisir de nous accompagner dans ce genre de session avec sa tasse, Dragon. avec sa tasse dragon. Chacun son style. Cherry. Thierry. Non pas que je t'appelle Cherry, c'est le titre du film, Cherry, avec l'accent anglais. Cherry qui veut dire du coup cerise pour les anglophones, pour les plus grands anglophones, pour ceux qui s'y connaissent. On va te détester là. Tu commences comme ça, tu veux qu'on nous déteste. Mais du coup, ça va être pour le film, ça va être un synonyme de puceau, de jeunesse. Un film réalisé par les frères Russo, qui ont fait Captain America, Le Soldat de l'Hiver et Civil War, qui ont fait les deux derniers Avengers, Infinity War et Endgame, qui ont fait aussi l'excellente comédie Bienvenue à Collinwood, que je recommande, avec Sam Rockwell d'ailleurs. Complètement inconnue, mais une histoire de braquage complètement flinguée, mais très délirante. Je vous le recommande, ça ce sera le petit film de l'ombre de l'épisode. Et aussi qui ont participé à la série Arrested Development, l'excellente sitcom avec Jason Bateman et Michael Cera. Batman. Jason Batman. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, un film, c'est intéressant déjà de voir, de voir les frères Russo qui s'attaquent je pense qu'ils sont bien plus connus pour les derniers Avengers et pour Captain America, donc des films de type un peu blockbuster, des films de super-héros, mais où déjà, dans l'univers des super-héros, déjà ils ont apporté un ton très différent de ce que Joss Whedon avait fait avec les deux premiers Avengers et avec le style vraiment plus édulcoré, plus comique. Le premier film des frères Rousseau dans cet univers, c'est le Captain America, le soldat de l'hiver. Et déjà, on note des différences. Je sais que, comme pour toi, ça m'avait vraiment marqué, parce que c'était un film qui avait un tempérament beaucoup plus sérieux, qui était à échelle humaine, comme tu disais. Les frères Rousseau, ils sont vraiment arrivés. Moi, personnellement, c'était un de mes favoris. Je crois que même jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un de mes favoris. Parce que c'était, on en parlait souvent ça, c'était d'abord un film avant d'être un film de super-héros. Finalement, il y a très peu de super-héros dedans. Oui, Quelque part, enfin, il y a ce Captain America et tout, mais Black finalement, Widow. c'est ça. Au début, je pensais que ça allait être pourri. Je t'avoue, franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, je faisais, bon, moi, le premier, il avait le charme d'être un peu dans les années, je sais plus combien c'est, avant la première, deuxième guerre mondiale. Deuxième Guerre tout mondiale, ça. ouais. Ce qu'on voit, en tout cas, ce qu'on peut retenir des réalisateurs, c'est que déjà, ils avaient réussi à faire un travail assez profond de la relation entre les personnages. Le sens du rythme, l'humour qui était beaucoup mieux inséré, justement, ils en font pas des caisses. Donc déjà, ça marquait quelque chose d'un peu plus cinématographique. Les frères Rousseau, quand ils font un film, quand ils ont un ton, par exemple, si c'est un ton sérieux, ils vont le garder du début jusqu'à la fin. Ils Oui. vont pas. C'est pas aussi fort que ce qu'il peut y avoir dans l'Age of Ultron ou dans les autres Marvel, ce qui me pose problème des fois. Si t'as Ils une... essaient de faire C'est ça. trop de, Bah, c'est de aussi pour que types ce de soit. films en un, ouais. Je pense que c'est le problème du vouloir atteindre une grande audience. Et Ouais. peut-être qu'on pourra en parler aussi justement par rapport à Cherry, mais que le fait de vouloir toucher une grande audience et du coup de toujours ajouter une petite blague pour que tu vois, genre les enfants puissent aussi apprécier le machin. Le problème c'est que tu dis les mecs, c'est une quête genre de malade et là vous êtes en train de rigoler, de faire une blague, il y a pas le temps en fait, on n'a pas le temps. C'est ça, on ne Bref, se concentre pas sur vraiment sur le vrai sujet du film. Et oui, et du coup, on en revient à Cherry, qui est un film du coup beaucoup plus, déjà beaucoup moins tout public. Mhm. Alors du coup, pour revenir sur l'histoire, le film s'ouvre sur notre personnage principal, dont on ne connaît pas le nom, c'est pour ça qu'il est intitulé Cherry. Et, Ah putain, j'avais pas fait attention. ouais, C'est vrai qu'on connaît pas son, il a pas de on nom. ne connaît pas son nom. Ah merde. Je trouvais ça intéressant le fait que au début du film, ils prennent un choix de mise en scène particulier de faire un Malcolm in the Middle, j'ai envie de dire, du fait que le personnage en fait s'adresse à la caméra alors que le monde continue d'exister autour de lui. Il brise le quatrième mur régulièrement au début du film. Moi j'ai senti un aspect justement très... on est encore dans l'adolescence, on est encore dans l'innocence, avec le rapport justement à la sitcom, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, où en fait après ce gimmick-là il est lâché. Mhm. Euh, C'est vrai. et après on entre dans le vif du sujet quand il s'engage à l'armée, sur un coup de tête parce que sa copine l'a quitté. Voilà, il y a quand même une place énorme qui est donnée à la voix off.
En fait, c'est même l'humour, des fois dedans aussi, etc. Et Ouais. le fait qu'il y ait une narration, c'est qu'on retrouve ça. J'ai pensé un peu à Scorsese, en fait, quand j'ai vu ça aussi, quand je pensais aux Affranchis, au début. Ça me faisait penser au début des Oui, tout Affranchis, à c'est fait. quand t'as la voix qui t'installe, il dit, voilà, j'ai bossé à tel endroit, j'ai fait tel truc. Et même les plans, des fois, sont juste des plans iconiques. Tu sais très bien que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Oui, Et tu sais, quand il est en train, par exemple, de préparer sa pizza, ou quand il bosse chez un chez un mec, pizzaiolo, et ouais. tu vois les filles qui le regardent comme ça tout en même temps. C'est un tableau, en fait. C'est un tableau, c'est pas Tout à un fait. truc, tu dis personne se tient comme ça dans la réalité. Le film va jouer avec le côté fantasmé, l'imaginaire et la réalité justement, et nous perdre des fois à la fin. Il y a certaines scènes qui sont évidemment fictives, le moment où par exemple où il est en train de s'entraîner à l'armée, où il dit que tout ça c'est une blague, et où on le voit allongé avec l'espèce de plan très iconique où on voit de haut en fait tous les soldats qui se mettent à danser, à tourner en rond. Où ça, on voit que c'est une sorte de plan métaphorique en fait, de sa vision de l'entraînement de l'armée, de ce à quoi il s'attendait et du résultat. Et en parallèle, on a la réalité brute et dure, et les moments où on va vraiment assister à travers son regard, et où on va rentrer justement dans une réalité qui est un peu violente en fait. Oui, il y a vraiment il jongle vraiment entre les deux. C'est vrai que c'est ça qui est un peu étonnant et en même temps qui est attirant dans le film. Parce que tu te dis, je regarde pas n'importe quel film. Tu te dis, c'est des films sur ce sujet-là, il peut y en avoir plein. Mais le traitement, c'est là que tu vois vraiment l'input, on va dire, de la personne qui réalise. Et que c'est pas juste un film lambda, c'est un film des frères Rousseau avec il y a une patte ou quelque chose, je sais pas. On aurait plus peut-être une patte si on commençait à regarder d'autres films et qu'on se dit ah, il y a quelque chose qu'on arrive à entrecouper. Finalement, je me suis pas dit ah, c'est un film des frères Rousseau quand je le vois. Tu m'aurais pas Ouais. dit, j'aurais pas pu deviner en fait. Mais il y a quelque chose d'assez neuf. Une des choses que j'ai remarqué quand j'ai vu le film, c'est que ça ne va pas parler d'un sujet en particulier, ça va pas parler de la guerre en Irak ou de la toxicomanie, ça va vraiment parler d'abord de son personnage. On pourrait pas définir le film comme un film qui parle de la guerre en Irak ou comme un film qui parle de la drogue. Le principal, c'est le perso, quoi. C'est ça. Donc tout va être vécu par le prisme du personnage, d'où les petits trucs, enfin, les petits détails dans lesquels on peut rentrer après. Quand il parle d'un personnage, c'est comme nous, ça peut nous arriver dans la vie aussi. Genre, on va chez un médecin ou quelqu'un et genre dont on se rappelle pas le nom ou dont on n'a rien à faire. Ça te montre un peu aussi un truc sur la mentalité du personnage. Tous les éléments de la mise en scène sont faits effectivement pour renforcer ce côté. Vous voyez et vous avez une expérience du film, de l'histoire par le prisme de ce personnage-là, quoi. C'est Que ce ça. soit au niveau audio, que ce soit au niveau... Il y a plein d'idées comme ça, que ce soit au travail du son, travail de l'image, comme on disait, de cadrage, même du décor, tout, en fait, ça va très, très loin. Ouais. En fait, c'est un film qui va jouer sur la mémoire de son personnage. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un personnage qui va nous raconter son histoire et qui va inclure énormément de détails, mais les détails dont il ne se souviendra pas, comme le nom du médecin, vont être justement remplacés automatiquement. Et ça te crée à la fois quelque chose à la fois d'humoristique et en même temps ça te crée du développement de personnage parce que tu te dis si le mec il en a rien à faire de son médecin, bah comme tu dis c'est le médecin whatsoever, donc médecin donc on s'en fout quoi. C'est Genre, ça. peu importe. C'est un des films où on va vraiment être en relation intime avec son personnage. D'ailleurs, justement, sur la question d'avoir le personnage en profondeur et en intimité, il y a le fameux plan qui a fait parler de lui avant que le film sorte, en fait, qui est le plan coloscopie, j'ai envie de dire. Un plan en profondeur. Euh, alors déjà, c'est un plan, c'est pas anodin. C'est-à-dire, si tu mets autant d'efforts, tu crées vraiment un effet. Déjà, tu te dis, l'équipe qui a dû concevoir ce plan en 3D, tu saurais combien de temps ça te prendrait pour coder un truc? En fait, faudrait que je revoie le plan. Je suis même pas sûr que c'était en 3D. Est-ce que t'es sûr que c'était pas quelque chose d'organique qu'ils ont fait? Un truc en mode. Je me rappelle, c'est passé tellement vite que du coup Ça j'ai. t'a pas marqué? No comment. Mais. Si, mais en fait, le truc, c'est que je crois que tu m'avais déjà prévenu à l'avant. Bah, parce que moi, j'avais eu la promo C'est avant ça. du film, en fait. C'est Le ça. film, Tu m'as spoilé. je t'ai spoilé le moment clé du Il vous a film. spoilé, en fait, là, il vous a spoilé C'est vrai. un plan. Mais ouais, bah, en tout cas, tu te dis, ouais, voilà, c'est un plan, ça a été pensé, ça a été voulu. Donc, ouais. Est-ce que ça rentre dans ta catégorie, justement, que c'est pour montrer le personnage absolument sur tous les angles, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus crade possible, pour montrer vraiment quelque chose que. Enfin, on peut, mais en même temps, il y a ça d'un côté, tu peux dire, ok, c'est pour ça, ce côté cru. Mais en même temps, c'est un truc impossible. Nous, on aura ce point de vue. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même pas en dehors du point de vue. Donc, est-ce que c'est pour montrer lui qui critique quand même pas mal le processus d'apprentissage de l'armée? Est-ce que c'est pour montrer symboliquement qu'il se fait enculer symboliquement par ça? Ou est-ce que c'est pour créer de l'humour? Ça peut être combinaison des deux, combinaison des trois. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres plans dans le film où par contre tu te dis, comme dans un film de Takeshi Kitano, je sais pas quoi, où c'est, il te dit, oui, on va mettre la caméra comme si c'était le
le POV d'un animal, par exemple, tu vois ce que je veux dire. Il y Là, a ça dans un film de Kitano. c'était L'été de Kojiro, qui est passé d'ailleurs sur Arte il y a pas Oui, longtemps, qui l'été est de vraiment Kojiro, un qui est très, le très beau premier film. Kitano que j'ai vu. Et t'as plein de plans comme ça en fait. Et justement, j'étais assez choqué et ça n'apporte absolument rien, on va dire. Enfin, c'est gratuit, ça paraît gratuit, mais ça contribue au langage de l'univers. Tu vois, c'est-à-dire, t'es pas obligé, mais c'est comme au cinéma, t'as plein de choses, t'es pas obligé de le faire. Oui. Mais c'est ça qui participe des fois aussi. Comme toi, je sais que t'aimes bien ça, ce petit bonbon. Tu dis, bah oui, mais au bout d'un moment, si on n'a pas un petit truc en plus, des fois, bah tous les films vont commencer à se ressembler en fait. Si t'as pas un point de vue ou une idée quelconque, ou au moins de tester des choses. On a bien le droit de tester des choses. C'est beaucoup, par exemple, comment il s'appelle, Breaking Bad, qui avait fait beaucoup ça à l'époque. T'avais des plans. Ils ont dit à un moment, on a mis la caméra sur un Roomba, c'est les espèces de robots qu'on mettait sur le sol. Et que j'avoue, quand tu vois le plan, bah le plan il te marque. Oui. Mais tu sais. C'est pas sûr qu'au niveau de la mise en scène, ça t'ajoute un truc en plus, ça te crée une atmosphère. Mais c'est le langage, tu te dis, ça, c'est un truc de Breaking Bad. Oui. Nuance. Oui, comme ça crée une patte. Bah, ça crée une émotion. Et on en revient du coup, toutes ces émotions, on revient à la beauté d'un plan en coloscopie. Tout en restant dans l'aspect sale du film, l'aspect justement très impudique qui est abordé, c'est dur de nous faire ressentir, enfin c'est très dur de nous faire comprendre en fait ce que ça fait d'être toxicomane, même l'effet de l'héroïne en un sens, alors, ce que j'espère pour la plupart du public, c'est de ne pas avoir testé ça, mais le fait de savoir ce que fait l'héroïne, de ce que fait la dépendance, quand ils essaient d'arrêter justement. Oui, c'est ça, c'est en fait, bah, comme pour toi, hein, enfin, comme pour moi, c'est pareil, moi j'ai pas pris ces drogues-là, tu vois, mais, enfin, aucune de ces drogues dures, en tout cas, parce que bon, bon, voilà, bref, mais Tu disais maman, si tu regardes, non, sors s'il te plaît. Mais du coup, simplement de dire, ouais, peut-être qu'ils ont juste fait un choix. En tout cas, ils ont fait un choix esthétique de retirer certaines couleurs, en mettre d'autres, faire des calques qui, des fois, en plus, c'est un truc qui peut être assez cheap. C'est ce truc assez cheap de faire un calque où tu vois les bords, limite, là où ça change de couleur et tout. Oui, le fait, tu veux dire, il change de format, il passe, je crois, en 4 tiers sur toute la période de l'entraînement de l'armée. C'est un des chapitres, justement, où où le format change devant nos yeux et passe du 16 neuvième au 4 tiers, il me semble. Ouais, c'est ça. La formation de l'armée est critiquée ouvertement, le fait que toutes ces espèces de formations, le fait que les sergents certains n'ont jamais vraiment vécu la guerre, le fait que tout ça est une blague, le fait de les voir jouer comme des enfants dans une cour de récréation, en fait, d'apprendre une chanson stupide pour la sortir chaque jour, le fait d'avoir une sorte de lavage de cerveau, de se faire raser la tête. Alors ça c'est le coup très classique comme on peut le voir dans Full Metal Jacket et dans de nombreux films, mais où ce n'est même pas dissimulé, c'est-à-dire ça n'essaie pas d'être subtil parce que ça montre le grotesque en fait de l'armée. Mais et du coup c'est là-dedans qu'il y a également le plan coloscopique. Le fait que ça va dans le grotesque, ça va dans le ridicule, mais pour dénoncer quelque chose, mais du point de vue de son personnage. C'est-à-dire, alors je sais pas si c'est une façon d'éviter un parti pris, mais où ça dénonce aussi la naïveté du personnage qui ne se rend pas compte dans quoi il s'embarque, du fait que toute la partie d'entraînement en fait ressemble à une vaste blague, où ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Juste avant, la retombée est violente des premiers jours sur le terrain, et où dès les premiers jours, ils savent que ils découvrent en fait un nouvel enfer. Et finalement, ça continue en fait la réflexion on sait pas pourquoi on est là. Si tu te rappelles bien, genre quand il arrive, il dit ok, mais qu'est-ce qu'on fait là et tout ça, et genre en gros il explique, ouais, il dit ouais, on est là juste pour, on passe la 3 quarts de la journée à juste faire vœu de présence, à placer, montrer qu'on est là, et c'est tout. Enfin, tu vois, à parader en fait. Il y a un moment il le dit en fait, dans les premiers jours il est là. En fait, on passe beaucoup de notre temps juste à être là en fait, pour montrer qu'on est présent. Ouais. Et c'est tout, enfin des épouvantails, c'est ça qu'il dit, on est juste des épouvantails. Des épouvantails, oui. Et il dit voilà, jusqu'à ce qu'il arrive un événement. En fait, à la fois, il voudrait qu'il se passe quelque chose, et en même temps non, parce qu'on voit les conséquences à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Bon bah voilà, t'as des gens qui meurent, spoiler alert. Parce que c'est la guerre. On est vraiment des privilégiés en fait, à pouvoir faire ce genre de blague. Mais voilà, il y a ce truc-là, et comme tu disais, sur le moment où il s'entraîne, c'est génial le côté enfantin, comment c'est représenté, et surtout que c'est fait quand même de façon assez fluide. Hein. C'est-à-dire qu'il te prend le même plan, je crois que c'est un travelling arrière dans un escalier, il est en train de parler, etc. On leur dit de viser sur des faux djihad dans des escaliers. C'est ça, les femmes voilées avec des kalachnikovs. Je sais même pas si c'est vrai en plus, c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment tu te demandes, mais est-ce qu'ils font vrai ? Il y a vraiment des trucs comme ça dans l'armée ? Est-ce que ça ressemble à ça, ou est-ce que c'est juste... Ils ont fait tellement un parti pris que c'est juste pour montrer, tu vois, pour mettre dans la tête du personnage. Mais tu te demandes à quel point c'est vrai, des fois, et à quel point c'est faux. Je pense que c'est très réaliste. Pour moi, je pense que la part grotesque, en fait, dans ces segments-là, est une des parts les plus réalistes du film. Après, je parle
C'est ça. C'est un choix esthétique, et pareil, je n'ai pas fait l'armée américaine, mais dans le ressenti de ce que les réalisateurs essaient de nous montrer, s'ils appuient autant sur ce grotesque, c'est peut-être parce que justement il y a une part de réel là-dedans. Comme le Covid. C'est pour un autre sujet. Ok. On ne va pas recommencer, Sam. Ce qui est intéressant, c'est le fait justement que le choix du casting soit Tom Holland, du fait que c'est une chose qu'on voit beaucoup ces dernières années. Le fait de prendre un acteur qui s'est fait connaître par une série, par une grande série de films relativement tout public, et que cet acteur, que ce soit par son propre choix ou par le choix de la machine hollywoodienne ou de production, de le salir en fait et de le faire passer à l'âge adulte. L'un des cas les plus connus, c'est avec Daniel Radcliffe, qui était connu avant tout pour Harry Potter et qui a essayé de casser cette image, qui ces derniers temps a même joué dans Guns Akimbo, où il va jouer un personnage complètement hardcore. On a ça avec Robert Pattinson, qui a été dans Twilight et qui s'est fait voir comme le beau vampire romantique et qui, dans les derniers films, se retrouve en prêtre pédophile, comme dans Le Diable tout le temps, qui d'ailleurs a Tom Holland, où c'est ce film-là qui a vraiment démarré Tom Holland dans les films un peu plus crus, un peu plus durs, un peu plus nihilistes. Et c'est un film justement où tu retrouves ces deux acteurs qui sont un peu sortis de leur beau rôle pour aller un peu se salir en fait. Et on a Tom Holland du coup avec Spider-Man qui a fait justement le personnage qui représente l'adolescence, qui fait partie de cette grande série tout public et qui là se retrouve déjà sous un autre jour. Parce que dans Cherry, on le voit vraiment sous un aspect vraiment sale, sous un aspect perdu, on le voit malade, on le voit... Moi, il fait tout, là. Ouais. C'est-à-dire là, c'est la totale. Alors, pour moi, sa performance, c'est vraiment excellente, c'est-à-dire que on sent qu'il est vraiment investi dans le rôle, donc ça reste efficace. C'est-à-dire, alors, la question, c'est est-ce que c'est gratuit ? Ça fait un peu... Est-ce que c'est vraiment la question ? Revenons sur le sujet. Est-ce vraiment la question ? Voilà. Non, mais du coup, c'est parce que tu as mis des choses. Du coup, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait pouvoir répondre, ne serait-ce qu'à ta première question. D'abord, quand tu dis est-ce que c'est la machine, est-ce que c'est machin, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui peut se trouver déjà dans plein d'exemples. Tu vois, si tu pars déjà de Mark Hamill, par exemple, pour toi, donc déjà dans les années 70, et peut-être ça a sûrement dû le cas avant, c'est la machine hollywoodienne a quand même un certain rôle là-dedans, clairement, qu'une fois que tu as fait un rôle, que tu es mis dans un certain type de choses, pour en sortir, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que des gens te reconnaissent par rapport à quelque chose et t'imagines t'as un rôle tel que Spider-Man qui est vu par des millions, des milliards de gens peut-être dans le monde. Effectivement, peut-être que soit l'agent, soit les studios demandent une preuve ou ne veulent pas encaisser sur quelque chose d'autre. Oui, il faut casser par l'extrême. Ouais. Non, mais qu'en gros, voilà, c'était ça. C'est comme Miley Cyrus. On sait que les enfants qui ont grandi en plus avec. Voilà, déjà, tout ça, c'est sûr. Les enfants, donc, ça rentre dans le cadre de Daniel Radcliffe, tous ces gens. Ils ont eu un truc, ils sont entrés dans la machine, qui est vraiment une machine, on sait très bien qui n'est pas pour les enfants. Qui n'est pas pour les enfants, il y a de la corruption, il y a avec tous les trucs de hashtag MeToo, machin, etc. Enfin, on sait très bien, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus, mais je veux dire, Hollywood, il y a toujours eu ça, quasiment. Tu as des bouquins qui te montrent que depuis les années 30, depuis la création limite presque de l'industrie hollywoodienne, il y a toujours eu des histoires d'enfants, de proxénétisme, de vente, etc. Oui. Donc, voilà. Donc, Christian Bale en parle dans son tournage sur l'Empire du Soleil avec Spielberg, ou du peu qu'il en parle, en tout cas, il dit, même si c'était une expérience intéressante, que ce n'est pas le genre d'expérience par lequel un enfant devrait passer. Bon, je pense qu'il y a assez d'exemples, que ce soit Jake Lloyd avec Star Wars, le gars de Sixième Sens aussi, qui ont essayé maintenant, qu'on revoit dans des séries, mais bon, ils ont les marques en tout cas sur eux de... Edward Furlong. Voilà, qui ont été marqués par l'alcool, par ceci, par etc. Et que les gens étaient vraiment méchants avec eux. C'est ça. Ils n'ont pas trop de sensibilité, trop vite, trop de choses, trop vite. Trop de business. Il y en a certains qui sont sortis, comme tu dis, comme Christian Bale, et d'autres par contre qui ont coulé net, quoi. Ouais, exactement. Et donc là, comme tu dis, c'est peut-être les films de la maturité, peut-être. Est-ce que c'est le cas? Et du coup, est-ce que ça revient sur le sujet, effectivement? Est-ce que c'est vraiment le film de la maturité en plus pour Tom Holland, vraiment? Finalement, on retrouve un peu ce truc-là, maintenant j'y pense, le côté grandir trop vite. Finalement par des trucs traumatisants. Bon là, pour le coup, c'est la guerre. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est le premier amour. Ils sont trop jeunes, ils se mettent ensemble alors qu'ils ont des choses qui sont pas réglées, individuellement par rapport à leur propre névrose, elle par rapport au son fait de pouvoir faire confiance à un homme, à son enfance, par rapport à son enfance, son père je crois qu'il a trompé sa mère et qu'elle a surpris au téléphone, je crois que c'est un truc comme ça. Il y avait eu des histoires d'abus en tout cas dans le film, où on voit ce qui est très fréquent et ce qui est très aujourd'hui justement, mais où c'est pas
Ils vont pas passer le film dessus. Ils vont juste te donner les informations essentielles. C'est ça, et on voit juste les conséquences sur le comportement. Parce que finalement, c'est elle qui est un peu qui démarre c'est l'élément perturbateur. En fait, c'est les deux, c'est la combinaison des deux entre eux qui vont faire les étincelles. Qui font avancer le récit. C'est ça. Mais qui en même temps emmènent tout la suite d'événements. C'est-à-dire que c'est à partir de là que lui s'engage dans l'armée. C'est à partir de là que, du coup, c'est trop tard. Il s'est engagé, donc il peut pas retourner en arrière. Du coup, mais finalement, elle, comme elle a changé d'avis, donc elle veut finalement rester. Mais finalement, il peut pas. Mais finalement, donc du coup, il est parti en guerre, elle reste, machin. Enfin, voilà. En fait, on suit aussi des jeunes qui évoluent sans le compas familial. C'est-à-dire qu'on ne parle pas beaucoup, on voit très peu les parents d'Emily, sa copine justement. On les voit seulement quand elle a fait une crise d'overdose à l'hôpital et qu'ils essaient de séparer ce couple. Et en dehors de ça, on a juste une note sur les parents du personnage principal, c'est-à-dire juste sur le fait qu'il devait appeler sa mère, mais on n'a presque rien en fait. Mais ça, c'est une chose qui est vraiment presque éjectée du film, alors qu'on suit un personnage en profondeur sous de nombreux aspects, mais la famille est supprimée du film. Ouais, mais après je me pose cette question-là culturelle, façon de parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce concept, parce que nous, on est très... c'est en France, par rapport au côté de la trentaine, on est encore jeune, etc. et tout. Alors qu'en fait, il y a encore même pas une génération ou deux, genre t'es à 23 piges, tu vois, l'armée, tu la fais pas à 30 ans, tu vois ce que je veux dire. Tu la fais à 23 ans, 20 ans, c'est normal d'avoir des jeunes en Amérique, ou même chez nous, et c'est peut-être un milieu qu'on côtoie tellement pas, c'est ce que je veux dire, surtout dans le milieu de tout ce qui est cinéma, ou artistique, ou même, enfin, tu vois, c'est pas le lambda, ça c'est un militaire, une famille de pompiers, tout ça c'est un truc particulier, et du coup, le fait de t'es un adulte, assez tôt en fait, c'est ce que je veux dire. Tu dois te débrouiller tout seul, tout ça. Donc en fait finalement on suit des jeunes adultes. Tu suis déjà des adultes, etc. Et du coup quand tu les vois faire tous les trucs, que ce soit prendre de la drogue et tout, t'as l'impression ils sont peut-être un peu trop jeunes pour leur rôle, tu vois ce que je veux dire. Mais finalement c'est peut-être un peu biaisé, tu sais, c'est biaisé peut-être par rapport à notre propre expérience de la vie, ou je sais pas, de dire mais en fait non, enfin ça peut aller très très vite en fait. Moi quand j'ai regardé le film, j'ai vraiment été pris dedans. Le film se regarde très bien. Il est assez dur, mais au bout d'un moment, au bout des 2 tiers, 3 quarts du film, quand on le voit enchaîner de multiples braquages de banque, quand on le voit perdu, quand on le voit entre les moments où il se drogue avec sa compagne, les moments où ils essaient de percer un coffre, où il accumule folie sur folie, où on le voit en fait s'enfoncer dans cet enfer sans fin, et on voit un personnage perdu, où il y a vraiment aucun espoir. Pour moi, ça devenait presque irritant en fait. Au bout d'un moment, on a compris. Oui. Et j'avais peur que ça fasse un peu le même syndrome que dans le film d'ailleurs, Le Diable tout le temps, où c'est un film purement nihiliste, purement négatif, presque un film qui démontre un aspect immonde de l'humain et immonde de l'existence. Et justement dans Cherry, pour moi ce qui m'a vraiment fait revoir le sujet du film, ce qui a vraiment retourné le film, ce sont les 5 dernières minutes, qui sont pourtant très classiques, à partir du moment où en fait il décide d'arrêter cette folie. Il fait son dernier braquage, il demande à la banquière de le dénoncer, il s'arrête sur le trottoir, il s'injecte sa dernière dose d'héroïne, il fait une overdose, très symbolique sous cette espèce d'arbre qui est d'un jaune éclatant, mais qui a quelque chose de surréaliste également, qui nous rappelle à l'une des premières phrases du film où il dit qu'il aime les arbres. C'est vrai. Et là on a ces 5 dernières minutes qui sont dans un silence presque total, qui sont dans une sorte de panneau constant où on voit le temps passer, en fait, de sa transformation et de son long chemin de rédemption, jusqu'à sa sortie de prison, et cette espèce d'happy ending très classique, très simple en soi, mais où pour moi ça fonctionne dans le sens où on affronte tellement tout au long du film les horreurs du réalisme dans lequel ce personnage a vécu et qui sont assez crédibles en soi, qu'on a presque un petit besoin de ce type de rêve, en fait, de vision un peu fantasmée de la fin de... Alors c'est intéressant parce que c'est par rapport au livre, du fait qu'il faut préciser que Nico Walker, alors il est sorti de prison depuis, mais quand il a écrit ce livre... Il est sorti de prison ? Il est sorti en 2019. Ah oui, c'est vrai, il est sorti, ouais, ok. Mais qu'il avait fini son livre, il était encore en prison. Donc toute la partie où il sort de prison est fantasmée. C'est le fait justement que ce moment où on y revient, où il fait son overdose sur le trottoir et que la police arrive et qu'il a cette vision presque édénique de l'arbre jaune, que tout le reste pourrait presque être fantasmé en fait. On pourrait croire qu'il est mort sur ce trottoir et que toute la fin n'est... D'ailleurs, c'est le dernier chapitre, je crois. C'est le dernier chapitre, c'est l'épilogue. Ouais, c'est ça, c'est l'épilogue. Et c'est vrai que quand tu vois ça, pour toi, tu te dis... Enfin, quand tu vois le film, comme tu dis, c'est même la façon dont la mise en scène est faite. On part, on laisse avec l'arbre et tout. On se dit, bon, bah, c'est la fin. Et moi, je t'avoue que je pense que c'est ça la même réaction que tu as eue, c'est quand je l'ai vu, je fais... Le générique arrive. Ouais, moi, je me suis dit, putain, ça finit comme ça. Je suis
Moi, ça m'a saoulé, hein. J'étais en mode, Ben, c'est ça. c'est long, et il va jusqu'à ce qu'il ça. Tu dis, bon, ok, il se overdose, je fais. Ah ouais, super, waouh, tristesse. Ouais, moi, ça m'a fait comme ça. Puis après, du coup, C'est ça. ce truc en plus, ouais, quand t'arrives, tu fais, ah ok, on y est encore. Bon, qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? Et puis bon, tout ce que t'as raconté, ouais, sur le fait, voilà, jusqu'à ce qu'elle elle arrive et tout, tu dis, ouais, c'est un peu. Est-ce que c'est pas fantasmé, effectivement? Est-ce que c'est pas un truc en plus? Et du coup, le fait de découvrir. Parce que juste après ça, moi, là, j'ai lu qu'il y avait le truc du livre et j'ai vu qu'il était encore en prison. Et je me suis dit, ah ouais, donc c'est peut-être comme un espoir pour lui, finalement, de qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, ou qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir de prison, quoi, effectivement. Bon, est-ce que c'est un film qui t'a plu? Sinon, est-ce qu'il faut le voir? Ben, en fait, oui, c'est un film qu'il faut voir jusqu'au bout. Parce que c'est un film dans lequel on va s'embarquer. Alors, ça dépend, on a toujours des a priori avant un film. Moi, je savais que c'était des frères Rousseau, je ne savais pas de quoi parler le film avant de le voir, donc c'était pour moi un bon point. J'adore découvrir un film à 100%, à part les quelques images, dont le plan coloscopique. On y reviendra toujours, hein, c'est inévitable. C'est une obsession chez toi. Surtout, oui, c'est un film que je conseille, mais à voir jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui va... C'est un film qui ne va pas faire de cadeaux, mais qui justement à la fin va nous récompenser en fait d'avoir subi ce film. J'ai pas envie de dire subi parce que c'est une expérience qui est assez forte, mais C'est moite-moite, quoi. C'est la première. Enfin, je t'avoue, je suis assez d'accord. On subit quand même la partie, comme tu dis, la partie longue un peu, la partie sur la drogue. Et on subit un petit peu la longueur du processus parce que ça se répète. On pense à chaque fois il retombe. Il y a un côté, il n'y a pas d'espoir, quoi. c'est ça. Effectivement. Et on a une sorte de vision répétée du désespoir, du personnage qui s'embourbe, même si on voit que c'est un personnage qui essaie de faire les bonnes choses en fait. Mais on le voit qui retombe, qui n'a pas de guide en fait. Si vous regardez le film jusqu'au bout, justement, pour moi, il y a une forme de récompense dans cette espèce de fin qui n'est pas justement nihiliste, qui montre que malgré toute cette histoire, malgré toute cette bataille, bah, c'était pour quelque chose en fait. Cette espèce de connexion avec Emily, avec le personnage principal et sa femme, c'est ce qui... c'est le fil rouge du film, j'ai envie de dire. Complètement. Ça fait une connexion, c'est-à-dire que le film se complète bien. Il n'y a pas de sentiment d'injustice vis-à-vis du spectateur, en fait. C'est la relation entre les deux. Et finalement, comme on me disait au début, le fait qu'il y ait cette naïveté des deux qui sont trop tôt ensemble, qui n'auraient peut-être pas dû être ensemble encore à ce moment-là, c'était un peu trop tôt, ils auraient dû grandir encore. Bah, si c'est pas fantasmé ou que ce soit fantasmé, en tout cas à la fin, elle arrive avec ses cheveux longs et lui qui a eu son moment en prison seul, qui a vécu son trauma, qui a eu le temps de s'en sortir, elle qui a eu peut-être le temps de faire les choses sans lui. Et du coup, Le fait que les qu'ils ont deux fait leur chemin. C'est ça, les deux ont fait leur chemin et ils se retrouvent et peut-être que là enfin ils peuvent vivre les choses peut-être plus sainement, en tout cas avec un. Ils ont grandi, quoi. Il est temps de s'abonner. Et pourquoi pas? Et le ton aussi, enfin, ils ont su garder un ton quand même. Le ton. Ils qu'on pense au ton, effectivement. Oui. Ouais. Mais... comme ça, mais en gros, de garder le même. Et c'est impossible maintenant. Ouais, c'est impossible. Maintenant, tout le monde va l'avoir en tête. Hein. C'est ça. C'est garder le ton. Un bon ton. De la merde. Ils l'ont bien gardé en boîte. Ils l'ont bien gardé en boîte. Putain, cette blague est tellement. Date de péremption de la boîte, quoi. Bref, et les mecs qui s'arrêtent plus. Bref, on peut dire qu'en gros, au niveau du ton, ils ont su garder ça du début jusqu'à la fin. Non, ok, donc en gros, c'est ce qu'on a vu ça dans les autres films. Non, en gros, pour dire que les frères Rousseau, dans leur film, en tout cas, c'est une impression personnelle, mais je crois que tu partageais assez ça, c'était le fait que ce qu'on pouvait trouver de gênant, moi, par exemple, dans les Avengers, comme par exemple les Jeux Ultron, c'est le changement du ton. Faut trouver un autre nom. Ok. Non. Bon, sinon, c'était problème de ton. Il y avait un problème de ton entre. Faut pas que je te regarde, en fait. Il y avait Ok, donc concrètement, les frères Rousseau, ce qui était intéressant dans leur mise en scène, c'est que le fait qu'ils ont... Vas-y, dis-le à ma place, je ne vais pas. Mais je ne sais pas, j'ai aucune idée de ce que... Ah merde. T'es quand même... T'exagères. Bah bref. Non, c'est que ça commence à sortir. Non, donc en gros, les frères Rousseau, quand ils font... Voilà, on est pris par l'émotion.